Bienvenue sur la chaîne du Marchand de Sable. À ce jour, au moment où cette vidéo est enregistrée, la chaîne n'est pas encore partenaire YouTube. Cela signifie que nous ne pouvons malheureusement pas désactiver les publicités, et cette vidéo pourrait être interrompue. Et nous en sommes sincèrement désolés. Et pour que cela change, il nous faudrait atteindre 1000 abonnés et 4000 heures de visionnage. Alors si nos histoires vous apaisent, et si elles sont efficaces pour vous accompagner vers le sommeil, n'hésitez pas à vous abonner, à liker ou à partager. Chaque geste compte, et nous vous remercions du fond de cœur pour votre soutien. Alors maintenant prenez un moment pour vous glisser confortablement dans votre lit. Fermez doucement les yeux, si ce n'est pas déjà fait. Respirez lentement, profondément, et laissez les tensions de la journée se dissoudre peu à peu. C'est votre moment. Un moment de calme, de douceur. L'histoire va bientôt commencer. Et dans une ville ancienne, dont les mots se sont perdus dans les brumes du temps, là où les siècles ont déposé leurs traces, serpente un dédale de ruelles pavées que les plans modernes ont oublié de mentionner. Ces rues étroites bordées de maisons aux façades de pierre blonde que le soleil couchant caresse avec tendresse semblent exister dans une dimension parallèle, un entre-deux temporel où le présent et le passé se mélangent harmonieusement. Et c'est dans l'une de ces ruelles mystérieuses, la rue des Enlumineurs, que se dresse un petit atelier dont l'existence même relève du prodige. Son enseigne de cuivre, ternie par les ans, mais encore lisible, annonce simplement Émile Cartier, cartographe. Mais cette modeste plaque ne révèle rien de la véritable nature du travail qui s'accomplit derrière cette porte au bois sombre. Car Émile n'est pas un cartographe ordinaire. Il ne dessine ni les continents, ni les océans, ni les montagnes, ni les vallées. Non, Émile Cartier cartographie les territoires de l'âme. Il trace les contours des souvenirs perdus, dessine les géographies secrètes du cœur humain. Et ce soir, par un enchaînement de circonstances qui tient autant du hasard que de la destinée, vous vous apprêtez à pousser la porte de cet atelier extraordinaire. Tout a commencé 3 jours plus tôt, par un de ces matins gris de novembre où la pluie fine transforme la ville en aquarelle délavée. Vous vous trouvez dans le grenier poussiéreux de la maison de votre grand-mère, Rosalie, décédée le mois dernier à l'âge respectable de 87 ans. Cette femme remarquable qui avait traversé le siècle, avec une grâce et une dignité qui forçaient l'admiration, avait laissé derrière elle une maison remplie de souvenirs et de mystères. Le grenier sentait la lavande et les vieux papiers, cette odeur si particulière des lieux où le temps semble s'être cristallisé. Vous fouillez méticuleusement parmi les malles et les cartons, découvrant au fil de votre exploration les traces d'une vie riche et complexe. Des robes de soirée des années 50, soigneusement enveloppées dans des housses de coton blanc. Des livres aux pages jaunies, annotés d'une écriture fine et élégante. Des bijoux anciens qui racontent chacun une histoire d'amour ou d'amitié. Et
c'est au fond d'une malle en cuir rouge, dissimulée sous une pile de photographies en noir et blanc, que vos doigts ont rencontré une boîte métallique rectangulaire, du genre de celle qui servait autrefois à ranger les biscuits. Et cette boîte ornée de motifs art déco, légèrement effacés, était étonnamment lourde pour sa taille. Et lorsque vous l'avez ouverte, un parfum délicat de rose fané s'en est échappé, mélangé à l'odeur plus prononcée de l'encre ancienne. Et à l'intérieur, soigneusement rangés, se trouvaient des trésors d'un autre temps. Une correspondance amoureuse liée par un ruban de soie bleue. Des photographies de vacances dans des lieux que vous ne reconnaissez pas. Quelques bijoux de fantaisie et surtout pliés avec un soin méticuleux. Une carte dessinée à la main, d'une beauté à couper le souffle. Cette carte, tracée à l'encre de couleur sur un papier vergé d'une qualité exceptionnelle, ne ressemblait à rien de ce que vous aviez jamais vu. Elle ne représentait aucune région géographique identifiable, aucun pays répertorié dans les atlas. C'était plutôt une sorte de paysage onirique, un territoire imaginaire, aux contours poétiques et aux proportions étranges. Des rivières aux noms évocateurs serpentaient entre les collines aux formes douces. Le ruisseau des confidences, la rivière des premiers émois, le torrent des larmes joyeuses, des forêts portaient des appellations mystérieuses, le bois des secrets partagés, la forêt des rêves d'enfance, le bosquet des promesses tenues. Et au centre de cette carte extraordinaire se dressait une maison, dessinée avec un luxe de détails saisissant. Chaque fenêtre, chaque volet, chaque élément architectural était représenté avec une précision qui témoignait non seulement du talent de l'artiste, mais surtout de l'amour qu'il portait à ce lieu. Autour de cette demeure s'organisait tout un univers, un potager au carré parfaitement ordonné, un verger où chaque arbre était identifié par son nom et sa variété, une basse-cour peuplée d'animaux aux noms familiers griffonnés à côté de chaque silhouette. Mais ce qui vous avait le plus intrigué, c'était l'impression de familiarité que dégageait cette carte. Quelque chose dans ces tracés poétiques, dans cette géographie impossible, éveillait en vous des échos lointains, comme si votre mémoire reconnaissait ce territoire, sans parvenir à l'identifier clairement. C'était semblable à ces moments où l'on entend une mélodie qui nous émeut profondément, sans qu'on puisse se rappeler où on l'a déjà entendue. Et au coin intérieur droit de la carte, tracé d'une écriture fine, à l'encre violette, légèrement passée, une adresse vous avait fait sursauter. Émile Cartier, cartographe, 47 rue des Enlumineurs. Pour retrouver ce qui semblait perdu à jamais. Cette découverte avait occupé vos pensées pendant les 2 jours suivants,
Vous avez consulté Internet, interrogé les plans de la ville, questionné les services d'urbanisme. Aucune trace de cette rue des enlumineurs. Elle n'existe dans aucun répertoire officiel, n'apparaissant sur aucune carte moderne. Et pourtant, quelque chose vous disait qu'elle existait bel et bien, quelque part dans les replis secrets de la ville ancienne. Et ce soir, poussé par une curiosité qui tenait autant de l'intuition que de l'obsession, vous avez décidé de partir à sa recherche. Vous avez commencé votre quête dans le quartier historique, là où les rues tortueuses et les passages couverts créent un labyrinthe propice aux découvertes inattendues. Vous avez déambulé pendant plus d'1 heure, scrutant chaque plaque de rue, explorant chaque impasse, interrogeant chaque recoin. Et c'est au moment où vous commenciez à vous décourager, alors que la nuit tombait et que les premiers réverbères s'allumaient, que vous l'avez découverte. La rue des Enlumineurs se dissimulait entre 2 bâtiments que vous aviez pourtant longés plusieurs fois sans rien remarquer. C'est comme si elle n'existait que pour ceux qui en avaient vraiment besoin. Comme si elle se révélait seulement à ceux dont le cœur était prêt à accueillir ces mystères. Cette ruelle si étroite qu'elle pourrait passer pour un simple passage entre 2 immeubles, serpentait sur une 50aine de mètres, entre des maisons du XVIIIe siècle, d'une beauté saisissante. Leur façade d'une pierre blonde, patinée par les siècles, semblait rayonner d'une lumière intérieure. Les fenêtres éclairées par des lampes aux abat-jours de tissu créaient des rectangles de chaleur dorée qui transformaient la ruelle en décor de contes de fées. Le pavage irrégulier de la rue, usé par des générations de pas, brillait sous la lumière des réverbères à gaz. Car oui, cette rue était encore éclairée à l'ancienne, ce qui rajoutait à son charme désuet. L'air y était différent aussi, plus pur, plus parfumé, chargé d'effluves de cire d'abeille, d'encens de santal et de cette odeur particulière des vieux papiers que connaissaient bien les amoureux des bibliothèques anciennes. L'atelier d'Émile Cartier occupait le rez-de-chaussée d'une maison particulièrement ancienne, reconnaissable à sa porte de chêne massif, ornée de ferrures de fer forgé, d'une délicatesse remarquable. Au-dessus de cette porte, l'enseigne de cuivre, mentionnée sur la carte, brillait faiblement dans la lumière du réverbère le plus proche. Mais c'est la vitrine qui avait immédiatement capté votre attention. Derrière les carreaux de verre soufflé, légèrement déformés par l'âge, vous apercevez un spectacle extraordinaire. Des dizaines et des dizaines de cartes suspendues à des fils, créant une véritable forêt de papier qui ondulait doucement sous l'effet d'un courant d'air invisible. Ces cartes de toute taille et de toute couleur ne représentaient ni continent ni pays, mais des paysages oniriques, aux noms poétiques, tracés d'écritures différentes. Certains étaient dessinés à l'encre noire sur papier blanc, d'autres rehaussés d'aquarelles au ton pastel, d'autres encore ornés de dorures qui accentuait la lumière des lampes de l'atelier. Chacune semblait raconter une histoire, portait en elle l'empreinte d'une âme,
et vous distinguez des appellations particulières. L'archipel des premières fois, le continent des amours perdus, la péninsule de l'innocence retrouvée, l'île des réconciliations. Votre cœur s'est mis à battre plus vite. Vous teniez là la confirmation que votre intuition était juste, que cette adresse notée sur la carte de votre grand-mère n'était pas une fantaisie, mais bel et bien celle d'un lieu réel, tangible, où s'accomplissait un travail mystérieux mais authentique. Vous avez poussé la porte de l'atelier et immédiatement vous avez été enveloppé par une atmosphère unique. Un mélange de parfums et de sensations qui vous ont transporté dans un autre monde. L'odeur d'abord, ce mélange subtil d'encre de Chine fraîche et de papier ancien, de cire d'abeille et de cuir patiné, de roses séchées et de bois de santal. C'était l'odeur de la créativité à l'état pur, du travail artisanal, accompli avec amour et patience. La lumière ensuite, douce et dorée, dispersée par des lampes à bas-jour, créant des îlots de clarté chaleureuse dans la pénombre feutrée de l'atelier. Et cette lumière semblait avoir la propriété magique de mettre en valeur chaque objet qu'elle touchait, révélant des détails qu'un éclairage ordinaire aurait laissés dans l'ombre. Et puis l'espace lui-même, un véritable cabinet de curiosité, où chaque centimètre carré était occupé par des merveilles, des étagères en bois sombre, du sol au plafond, croulées sous le poids de rouleaux de parchemin soigneusement étiquetés. Des tiroirs aux étiquettes manuscrites contenaient visiblement des trésors. Encre de couleur, nuances d'émotion. Plume d'oie, sélection premium. Papier verger, textures diverses. Sur une table centrale, trônait un impressionnant nécessaire de cartographe. Règles de différentes tailles. Compas aux pointes parfaitement affûtées. Rapporteurs de précision. Mais aussi des instruments plus mystérieux, dont vous ne pouviez deviner l'usage. Des encriers de toutes les couleurs s'alignaient comme une palette de peintre. Certains contenant des encres aux reflets nacrés qui semblaient capturer la lumière. « Bonsoir », a dit une voix derrière vous, si douce qu'elle vous a fait sursauter malgré sa discrétion. Vous vous êtes retourné et vous avez découvert un homme qui semblait sortir d'un roman du XIXe siècle. Émile Cartier, car c'était bien lui, avait cette élégance intemporelle des artistes d'autrefois. La soixantaine bien portée, de taille moyenne, mais d'une stature qui imposait le respect. Il portait une blouse de lin beige, aux manches retroussées, tachée çà et là d'encre de différentes couleurs, témoignage de son labeur quotidien. Et ses cheveux argentés, impeccablement peignés et séparés par une raie parfaite, encadraient un visage au trait fin, marqué par l'intelligence et la bienveillance. Mais c'étaient ses yeux qui retenaient l'attention, d'un bleu délavé, presque gris. Il semblait avoir contemplé tant d'années, tant d'histoires, tant de géographie intérieure, qu'ils en avaient acquis cette couleur particulière qu'ont parfois les regards des très vieux sages.
Ces mains que vous aviez immédiatement remarquées étaient d'une beauté particulière, longues et fines, aux ongles soigneusement entretenus, portaient les traces délicates de son art. Quelques taches d'encre indélébile marquant ses doigts comme autant de décorations oniriques. Et ses paumes gardaient la trace d'un travail minutieux, d'une pratique quotidienne de la précision. « Je suis Émile Cartier », a-t-il dit en s'essuyant les mains sur un linge de fil blanc. « Et vous ? Vous venez pour retrouver quelque chose que vous avez perdu, n'est-ce pas ?» Cette voix avait cette qualité particulière des personnes habituées au silence et à la réflexion. Grave, sans être imposante, douce sans être faible, chargée d'une autorité naturelle qui n'avait rien d'autoritaire. C'était la voix de quelqu'un qui avait passé sa vie à écouter les autres, à recueillir leur confiance, à comprendre leurs quêtes les plus intimes. Et surpris par cette entrée en matière, directe mais bienveillante, vous avez sorti de votre poche la carte trouvée dans les affaires de votre grand-mère. Émile l'a prise avec des gestes d'une délicatesse infinie, comme s'il manipulait un papyrus précieux ou un manuscrit médiéval. Il la déplie avec soin, ses yeux parcourant chaque repli avec l'attention d'un expert, mais aussi l'émotion d'un créateur, retrouvant l'une de ses œuvres. « Ah » a-t-il murmuré, et sa voix portait une note de nostalgie, mêlée de satisfaction. « Voici l'une de mes premières œuvres. Je l'ai dessinée il y a, voyons, cela doit faire plus de 40 ans maintenant. C'était pour une dame d'un charme exotique qui s'appelait Rose ? Roseline ? Non, attendez. Rosalie, avez-vous soufflé, la gorge soudain serrée par l'émotion. Bien sûr, Rosalie, s'est exclamé Émile. Et son visage s'est allumé d'un sourire qui semblait contenir 40 années de souvenirs. Une femme remarquable. Elle était venue me voir par un soir d'automne très semblable à celui-ci. Elle cherchait quelque chose qu'elle avait perdu, ou plutôt quelque chose qu'elle n'arrivait plus à situer clairement, mais dont elle gardait un souvenir d'une précision émotionnelle extraordinaire. Il vous a invité à vous asseoir dans un fauteuil de cuir patiné par des accoudoirs usés par des décennies d'usage. Placé près d'une table ronde couverte d'un tapis de velours bordeaux sur laquelle étaient disposées plusieurs cartes en cours de réalisation. Puis il s'est dirigé vers un petit réchaud où frémissait une bouillotte de cuivre rouge. « Un thé » a-t-il proposé. « C'est un mélange que je compose moi-même. Bergamote, fleur d'oranger et une pointe de cardamone. Il aide à éclairer les souvenirs. » Et pendant qu'il préparait le thé avec des gestes précis et ritualisés, vous avez observé l'atelier avec plus d'attention. Chaque détail témoignait d'une passion dévorante pour l'art de cartographier. Mais pas seulement. On sentait là la présence d'un homme qui avait fait de sa vie une quête perpétuelle de beauté et de sens. Les murs étaient tapissés de cartes de toutes les époques. Des portulans médiévaux aux courbes mystérieuses, des cartes de l'âge d'or de l'exploration des continents encore hypothétiques, des plans de villes imaginaires, sortis des romans de fantaisie,
la plupart étaient des créations personnelles d'Émile, reconnaissables à leur style unique, mêlant précision technique et poésie graphique. Émile est revenu avec un service à thé en porcelaine de Limoges, si fine qu'elle en devenait presque transparente. Le thé qu'il vous a servi dégageait un parfum complexe qui évoquait à la fois les souks orientaux et les jardins anglais. Permettez-moi de vous expliquer la nature exacte de mon travail. A commencé Émile en s'installant face à vous dans un fauteuil identique au vôtre. Car je suppose que vous vous posez des questions sur ce que vous avez vu dans cette vitrine et sur ce que représente cette carte que vous tenez dans votre main. Il marqua une pause, sirotant son thé, ses yeux bleus fixés sur un point invisible au-delà de votre épaule, comme s'il rassemblait ses souvenirs. Je ne suis pas un géographe au sens traditionnel du terme. Je ne dessine pas les contours des continents, ni le cours des fleuves. Mon domaine, c'est la cartographie de l'invisible, les territoires de l'âme, les paysages intérieurs, les géographies sentimentales que chaque être humain porte en lui. Il s'est levé et vous a montré quelques-unes de ces cartes, suspendues autour de l'atelier. Chacune racontait effectivement une histoire. Celle d'un homme d'affaires de 50 ans qui cherchait à retrouver la trace de son amour de jeunesse, matérialisé sur la carte par un archipel aux îles reliées par des points de lumière. Une autre carte pour une institutrice à la retraite qui voulait revisiter l'école maternelle de son enfance, devenu sur le parchemin un château aux tours colorées, entouré de jardins fantastiques. Maintenant, celle d'un écrivain en panne d'inspiration qui cherchait à retrouver son jardin secret, représenté par une oasis au cœur d'un désert de sable doré. Chaque personne, a expliqué Émile en revenant s'asseoir, porte en lui une géographie unique, faite de lieux qui l'ont marqué, des espaces qui ont compté dans sa construction personnelle. Ces lieux existent dans notre mémoire émotionnelle, mais ils ne correspondent pas forcément à la réalité géographique telle que l'on peut la mesurer avec des instruments. Émile vous a montré ensuite une carte particulièrement intrigante, représentait ce qui semblait être une île tropicale. Mais les proportions étaient étranges. Une plage occupait la moitié de l'espace, tandis qu'une petite maison près du rivage était dessinée avec un luxe de détails, plus importante visuellement que la montagne qui se dressait à l'arrière-plan. Cette carte, a-t-il expliqué, représente les souvenirs de vacances d'une dame de 70 ans. Elle avait passé 2 années de son adolescence dans cette villa familiale. Et ces 15 jours avaient marqué sa vie plus que des années entières vécues ailleurs. Sur ma carte, la plage occupe donc l'espace que lui a accordé sa maison affective, pas celui qu'elle occupait réellement. Vous commencez à comprendre. Ce travail extraordinaire consistait à traduire en forme géométrique les souvenirs et les émotions, à donner une réalité géographique au territoire du cœur. Mais comment procédez-vous concrètement ? Avez-vous demandé, de plus en plus fasciné. C'est un travail de patience et d'écoute, a répondu Émile, ses yeux s'animant d'une lueur particulière. Je reçois les gens ici dans cet atelier. Nous parlons,
pas forcément du lieu qu'ils cherchent à retrouver, pas immédiatement. Nous parlons de tout et de rien, de leur goût, de leur peur, des couleurs qui les apaisent, des sons qui les émeuvent, des couleurs qui réveillent en eux des émotions particulières. Il s'est levé de nouveau et a ouvert l'un des tiroirs de sa table de travail. En sortant un cahier relié de cuir noir aux pages jaunies par l'usage. Tenez, voici mes notes concernant votre grand-mère Rosalie, a-t-il dit en feuilletant le cahier. Nous nous sommes vus à 6 reprises, entre octobre et décembre 1981. Écoutez plutôt. Première séance, 15 octobre 1981. Madame Rosalie, durant 62 ans, veuve, cherche à retrouver la maison de son enfance, vendue par la famille après la mort de ses parents. Se souvient parfaitement de l'odeur des confitures de pommes qui mijotaient dans la cuisine chaque automne. Cette odeur déclenchait chez elle un sentiment de sécurité absolue qu'elle n'a jamais retrouvé ailleurs. Vous écoutez, bouleversé. Ces notes qui révélaient une grand-mère que vous n'avez jamais vraiment connue. En tout cas, pas sous cet angle intime. Émile continue. Deuxième séance, le 22 octobre. La couleur verte, particulièrement le vert tendre des jeunes pousses au printemps, provoque chez elle une émotion intense qu'elle associe au potager de son père. Elle se revoit, petite fille, aidant à semer les radis et les petits pois. Le contact de la terre humide entre ses doigts lui procurait un bonheur simple et profond. Et au fil de cette lecture, vous voyez se dessiner le portrait d'une femme sensible et nostalgique, habitée par des souvenirs d'une précision sensorielle remarquable. Émile avait consigné non seulement ses paroles, mais aussi ses gestes, ses expressions, les moments où la voix se brisait d'émotion ou s'illuminait de joie. 6e et dernière séance. Le 10 décembre, la carte est terminée. Madame Dumont pleure en la découvrant. Elle me dit, c'est exactement cela. Vous avez dessiné non pas ma maison, mais mon bonheur d'enfant. Elle repart avec sa carte. Et je sens qu'elle a trouvé quelque chose d'essentiel, qu'elle croyait perdu à jamais. Émile a refermé son cahier et vous a regardé avec intensité. 3 mois plus tard, j'ai reçu une lettre de votre grand-mère. Grâce à la carte, elle avait retrouvé la maison de son enfance. Non pas grâce aux indications géographiques, ma carte n'en comportait aucune, mais parce que le processus de création avait réveillé des souvenirs enfouis. Elle se souvenait maintenant du nom du village, de la configuration des routes, de détails qu'elle avait oubliés. Il avait marqué une pause, sirotant son thé. Mais surtout, elle m'écrivait qu'elle n'avait plus besoin de retourner physiquement dans cette maison. La carte lui suffisait. Elle y avait trouvé l'essentiel, ce sentiment de plénitude et de sécurité
qui avait bercé son enfance. Vous regardez maintenant la carte de votre grand-mère avec d'autres yeux. Ce territoire aux proportions étranges, ces lieux aux noms poétiques, c'était effectivement le bonheur d'enfant de Rosalie, traduit en géographie personnelle. La maison au centre, démesurément grande par rapport aux autres éléments, témoignait de l'importance qu'elle avait eue dans sa construction affective. Le potager, dessiné avec un soin maniaque, révélait la passion qu'elle avait développée pour le jardinage. La rivière des confidences, qui serpentait à travers le domaine, évoquait probablement un petit cours d'eau où elle aimait se réfugier pour rêver ou réfléchir. Aimeriez-vous que je dessine votre propre carte ? A proposé Émile après un long silence. L'idée vous tentait, mais vous hésitiez. De quel lieu auriez-vous envie de retrouver la trace ? Quelle géographie de votre enfance mériterait d'être cartographiée ? Je ne sais pas, avez-vous avoué. Je ne suis pas sûr d'avoir des souvenirs suffisamment marquants pour justifier une telle carte. Émile a souri de ce sourire patient qu'ont les maîtres face aux élèves qui doutent de leur capacité. Tout le monde en a-t-il dit avec douceur. Parfois ils sont simplement enfouis si profondément qu'on les croit perdus. Fermez les yeux et laissez venir ce qui vient. Ne cherchez pas. Contentez-vous simplement d'accueillir. Vous avez fermé les yeux, vous laissant bercer par l'atmosphère feutrée de l'atelier, par le parfum du thé à la bergamote et par la voix apaisante d'Émile. Et soudain, sans que vous ne l'ayez consciemment cherché, une image a surgi de votre mémoire avec une netteté saisissante. Vous aviez 8 ans, peut-être 9, c'était l'été. Et vos parents vous aviez confié pour 3 semaines à votre oncle Marc et à votre tante Sylvie, qui possédait une maison de vacances au bord d'un lac dans les Vosges. Et cette maison, construite dans les années 60, n'avait rien d'exceptionnel en apparence. Un chalet de bois, aux volets verts, entouré d'un jardin en pente douce, qui descendait jusqu'à l'eau. Mais pour l'enfant que vous étiez, ce lieu était devenu un univers aux possibilités infinies. Le lac d'abord, qui vous paraissait immense, comme un océan, alors qu'il ne faisait probablement pas plus de 3 kilomètres de long. Ces eaux sombres et mystérieuses cachaient selon votre imagination d'enfant des trésors engloutis et des créatures fantastiques. Vous passiez des heures assis sur le ponton de bois bancal, à observer le reflet du soleil sur les vaguelettes, à guetter l'apparition des poissons qui venaient parfois effleurer la surface. Le lac de mon enfance, avez-vous murmuré, en rouvrant les yeux, surpris par la précision de ce souvenir qui remontait spontanément. Parfait, a dit Émile, en se dirigeant vers sa table de travail. Parlez-moi de ce lac. Non pas de sa géographie réelle,
mais ce qu'il représentait pour vous. Quelles émotions vous inspire ce souvenir? Il a sorti de l'un de ses tiroirs une feuille de papier verger, d'un blanc crémeux. Puis il a choisi une plume d'oie parmi la collection qui trônait dans un plumier d'argent ciselé. Ses gestes étaient précis, ritualisés, comme celui d'un officiant se préparant à célébrer une cérémonie sacrée. Et pendant l'heure qui a suivi, vous êtes laissé aller à vos souvenirs, avec une liberté que vous n'avez plus connue depuis des années. Émile vous posait des questions étranges, déroutantes au premier abord, mais qui révélaient des aspects de vos souvenirs que vous n'aviez jamais verbalisés. De quelle couleur était le bonheur là-bas, vous demandait-il, et vous répondiez spontanément, doré comme la lumière du soleil couchant vers 19h, quand toute la famille se rassemblait sur la terrasse pour l'apéritif. À quoi ressemble le bruit de la solitude? Et vous, au clapotis des vagues, contre les piliers du ponton, quand je m'isolais là-bas, avec un livre d'aventure. Où se cachait votre courage? Vous avez réfléchi plus longtemps avant de répondre. Sur le rocher qui émergeait au milieu du lac. Il fallait nager une centaine de mètres, l'atteindre, et j'avais une peur bleue de l'eau profonde. Mais une fois là-haut, j'étais le roi du monde. Au début, vous trouviez ces questions quelque peu absurdes, presque enfantines. Puis vous avez compris qu'elles ouvraient des portes dans votre mémoire, réveillant des connexions que votre esprit rationnel d'adulte avait perdues. Et chaque réponse faisait remonter d'autres souvenirs, plus précis, chargés d'émotions. Et pendant que vous parliez, Émile dessinait. Sa plume courait sur le papier, avec une fluidité hypnotique, traçant des contours qui ne correspondaient à aucune réalité géographique, mais qui épousaient parfaitement la topographie de vos émotions d'enfant. Il ne vous regardait que très rarement, concentré sur son travail, mais vous sentiez qu'il captait chaque nuance de votre voix, chaque hésitation, chaque éclat de joie qui traversait vos souvenirs. Le lac prenait forme sous vos yeux. Mais quel lac! Vu avec les yeux de l'enfant que vous étiez, il devenait effectivement un océan aux rives infinies, parsemé d'îles mystérieuses, aux noms évocateurs. Le rocher du milieu se transformait en île du courage, relié à la berge par un trait pointillé, indiquant le parcours de natation que vous osiez parfois entreprendre, malgré vos frayeurs. La cabane que vous construisiez dans les roseaux chaque été avec votre cousin Jules devenait un fort des aventures, relié à un pont de planches, à la crique des trésors, où vous cachiez vos collections de cailloux brillants et de plumes d'oiseaux. Et le ponton bancal de votre oncle se métamorphosait en embarcadère des rêves, une jetée majestueuse qui s'avançait vers l'horizon des possibilités. Chaque lieu portait un nom qui résonnait dans votre cœur avec une justesse troublante. La baie des libellules,
où vous passiez des heures à observer ces créatures magiques aux ailes irisées. Le promontoire de la mélancolie, d'où vous contempliez les couchers de soleil en vous inventant des histoires romantiques. La plage des confidences, où votre tante Sylvie venait parfois s'asseoir avec vous pour écouter vos petits chagrins d'enfant. C'est extraordinaire, murmurez-vous, en voyant votre carte prendre forme. Je retrouve des détails que j'avais complètement oubliés. La mémoire émotionnelle est plus fidèle que la mémoire factuelle, expliqua Émile, sans lever les yeux de son travail. Quand on dessine les lieux avec le cœur, plutôt qu'avec la tête, ils révèlent leur véritable nature, celle qu'ils avaient dans notre expérience infinie. Maintenant, parlez-moi de vos peurs d'enfant dans ce lieu. Vous demandait-il, tout en ajoutant des détails à l'orée d'une forêt qu'il venait de dessiner. Vous vous souvenez maintenant de cette zone sombre, au bout du lac, où les arbres plongeaient leurs branches dans l'eau sombre, comme des tentacules. Vous l'aviez surnommé le bois des mystères. Et vous n'osiez jamais vous en approcher seul, convaincu qu'il abritait des créatures dangereuses. Sur la carte d'Émile, cette forêt apparaissait effectivement plus sombre, plus dense que les autres espaces verts. Et vos joies maintenant, continua-t-il. Là, c'était plus facile. Vous vous souveniez de ces matins où vous vous leviez avant tout le monde pour aller observer les hérons cendrés qui venaient pêcher dans les hauts fonds. Ces moments de solitude heureuse, de communion silencieuse avec la nature, comptaient parmi vos plus beaux souvenirs d'enfance. Sur la carte, Émile avait tracé un petit observatoire sur pilotis, baptisé la Tour du Silence Heureux, d'où vous pouviez contempler ce spectacle sans déranger les oiseaux. Et au bout de 3 heures de travail minutieux, votre carte était terminée. Elle était magnifique, dessinée avec un soin méticuleux. Ce n'était pas seulement la carte d'un lac, c'était la carte de votre innocence, de vos premiers émois, face à la beauté du monde, de cette capacité d'émerveillement que vous pensiez avoir perdue en grandissant. Les proportions étaient celles de votre mémoire d'enfant. La maison de votre oncle et de votre tante, pourtant modeste, occupait un espace central important, témoignant du sentiment de sécurité et d'amour qu'elle représentait pour vous. Le lac lui-même s'étendait démesurément, reflétant le sentiment d'infinitude qu'il vous donnait à l'époque. Mais ce qui vous frappait le plus, c'était la richesse des détails que votre mémoire avait conservés et qu'Émile avait su faire ressurgir. Chaque recoin de ce territoire d'enfance était nommé, cartographié, rendu à sa véritable importance émotionnelle. Vous redécouvriez des endroits oubliés. La crique au galet magique, où vous collectionniez les pierres en formes étranges. Le banc des rêveries, où votre grand-père venait parfois s'asseoir pour fumer sa pipe en contemplant l'eau. La prairie des cerfs-volants, où les après-midi de grand vent devenaient des fêtes colorées. Emportez-la, dit Émile,
en roulant délicatement les parchemins dans un tube de cuir. Et regardez-la quand vous aurez besoin de vous souvenir qui vous étiez avant que la vie ne vous apprenne à douter de la magie. Vous aviez voulu payer, mais Émile a refusé tout argent d'un geste ferme mais bienveillant. Ma récompense, a-t-il dit, simplement, c'est de voir briller les yeux des gens quand ils le redécouvrent, leur territoire perdu. C'est de savoir qu'ils repartent d'ici avec un petit peu plus d'eux-mêmes qu'ils n'en avaient en arrivant. Et il vous a accompagné jusqu'à la porte de son atelier. Et vous avez remarqué qu'il boitait légèrement de la jambe droite. Séquelle probable d'un accident ancien qui ne semblait nullement le diminuer dans son travail. Reviendrai-je ? Avez-vous demandé, saisi d'une crainte soudaine de ne plus jamais retrouver ce lieu magique. Quand vous en aurez besoin, répondit Émile, avec ce sourire énigmatique qui semblait contenir tous les mystères du monde. La rue des Enlumineurs existe pour ceux qui ont le cœur ouvert. Elle sera toujours là pour vous. Vous avez quitté l'atelier, la carte sous le bras, et le cœur étrangement léger, comme si un poids dont vous n'aviez pas conscience s'était envolé. Dans la rue des Enlumineurs, les réverbères à gaz créaient une ambiance hors du temps qui prolongeait la magie de cette soirée extraordinaire. Vous marchiez lentement, peu pressé de retrouver le monde moderne, savourant encore cette parenthèse enchantée. Et en rentrant chez vous, vous aviez déroulé la carte sur votre table de salon. Et plus vous la regardiez, plus les souvenirs remontaient à la surface. Les souvenirs non seulement visuels mais sensoriels. L'odeur de la vase tiède quand vous marchiez pieds nus dans l'eau. La sensation du vent dans vos cheveux quand vous pédaliez à toute vitesse dans les chemins de terre. Le goût sucré des framboises sauvages que vous cueilliez dans la clairière des gourmandises. Et cette nuit-là, vous avez rêvé de votre enfance avec une intensité que vous n'aviez plus connue depuis des années. Des rêves si vivaces, si colorés, si chargés de bonheur, que vous vous êtes réveillé avec les larmes aux yeux et un sourire aux lèvres. Chaque chose en vous s'était effectivement réparée. Un lien s'était renoué avec cette partie de vous-même que vous croyiez perdue dans les méandres de l'âge adulte. Les jours suivants, vous avez remarqué que votre regard sur le monde avait subtilement changé. Vous perceviez des beautés que vous ne voyiez plus depuis longtemps. La danse des ombres sur les murs de votre bureau. Les nuances subtiles de la lumière qui changeaient selon les moments de la journée. La grâce particulière d'un passant dans la rue. L'harmonie particulière des couleurs dans la vitrine d'un fleuriste. Et un mois plus tard, pris d'une impulsion soudaine, vous avez décidé de retourner dans cette région de votre enfance. Le voyage en train vous a pris une journée entière. Mais chaque kilomètre parcouru réveillait en vous une excitation que vous n'aviez pas ressentie depuis des années. Et vous avez facilement retrouvé la maison de votre oncle et de votre tante, le lac, tous
les lieux de vos vacances d'enfant. Mais ce qui vous a le plus frappé, c'est votre capacité retrouvée à voir la beauté des choses simples. Le lac, bien sûr, était plus petit que dans vos souvenirs. Mais au lieu d'être déçu par cette réalité géographique, vous étiez émerveillé par sa beauté réelle, le reflet parfait des nuages sur l'eau, la danse gracieuse des roseaux dans la brise, et la beauté majestueuse du héron cendré qui pêchait dans les hauts fonds. Et maintenant, dans la douceur profonde de votre lit, laissez-vous bercer par cette histoire extraordinaire qui résonne encore dans votre cœur. Et retournez une dernière fois dans l'atelier d'Émile et sentez de nouveau cette atmosphère unique, ce mélange de parfums, l'encre de Chine, le papier ancien, la cire d'abeille et le cuir patiné, les roses séchées et le bois de santal. Et toutes ces effluves se mélangent maintenant dans votre mémoire pour créer l'odeur même de la magie retrouvée. Je vous souhaite une merveilleuse nuit